Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Prévention, Plateforme Santé, où nous allons vous aider aujourd'hui à enfin vous débarrasser de ce fléau qu'est le tabac. Enfin, j'espère qu'on va au moins vous en donner envie, puisque c'est la loi anti-tabac qui va nous y aider bientôt, et c'est pour de nombreuses raisons, entre la prévention contre de nombreuses maladies, mais aussi pour retrouver une bonne haleine, pour éviter de tousser, pour sentir bon. Et finalement, au bout d'un an, économiser 1 500 € quand on est un fumeur d'un paquet par jour. Il y a plein de facteurs, mais surtout, on va vous donner les vraies solutions pour arrêter de fumer avec notre invité. Patricia Martel, pourquoi est-ce si compliqué d'arrêter de fumer ? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'arrêter de fumer. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que sur la population de fumeurs, il y a environ 60% des fumeurs qui ont un jour fait une tentative d'arrêt. Et parmi ces personnes qui ont décidé d'arrêter, seulement 10% y parviennent dans la première année. Ça, on le sait. Donc le tabac, tout le monde a de plus en plus conscience que c'est dangereux. On en mesure l'hécatombe de plus en plus. Pour donner une image, pour un pays comme la France, par exemple, on considère que le tabac fait autant de dégâts qu'un avion qui s'écraserait tous les jours. Donc c'est vrai que... Mais ça, on est d'accord sur le fait que... le fumeur aujourd'hui est averti, donc il a quand même envie d'arrêter. Mais pourquoi il ne peut pas? Il ne peut pas justement parce que la dépendance au tabac est très complexe. Donc déjà, au niveau de la recherche, on ne connaît pas tout sur les mécanismes qui rendent dépendants. On sait qu'il y a 3 types de dépendance. Il y a une première dépendance qui est la dépendance liée à la substance, c'est la dépendance physique. Alors, la nicotine, en fait, principalement la nicotine, on en est certain. Oui. Après, la fumée de tabac contient plus de 4000 substances. Oui. Donc laquelle on sait qu'il y a d'autres molécules qui rentrent en jeu dans cette dépendance, autres que la nicotine. Alors la nicotine, on en est certain. On sait qu'elle va aller se fixer sur les récepteurs du cerveau. On sait que ça va provoquer une cascade d'événements biochimiques qui vont aboutir à la libération de dopamine, ce qui fait que la personne va se sentir bien, c'est l'hormone du plaisir. Donc c'est le même mécanisme qu'avec la cocaïne, l'héroïne ou l'alcool finalement. C'est là que le piège va se refermer, c'est que le cerveau il va intégrer, il va comprendre qu'il lui faut une nouvelle dose comme toute drogue, la dose, pour avoir du plaisir, ce qui fait que le cercle se referme, ce qui fait qu'on devient dépendant, physiquement. Et lors de l'arrêt, justement, l'organisme va réclamer sa dose de nicotine qu'il ne va pas avoir, et donc là on va avoir des symptômes de manque, de l'irritabilité, du stress, tout un mal-être en fait. D'accord, alors ça c'est une des premières, c'est la dépendance physique vraiment, à la nicotine physique, notamment, et aux autres peut-être substances. À côté de cette dépendance physique, oui, il y a une dépendance comportementale, c'est-à-dire que le plaisir de fumer va être associé à un geste, à un moment agréable. Et le fumeur aura énormément de mal à se défaire, par exemple, d'une habitude liée à un instant de plaisir, comme de fumer après un repas, de fumer avec un café, à l'apéritif, après une dure journée de travail, ou dans des lieux de convivialité également. Et donc cette dépendance va aussi faire l'objet d'un sevrage où il va falloir trouver des techniques justement pour éviter d'avoir envie de se remettre à fumer. Vous disiez il y a 3 types de dépendance, donc oui. Physique, donc comportementale. La physique, la comportementale et une dépendance psychique qu'on appelle psychique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sensation de plaisir quand on fume, mais il y a également pour le fumeur d'autres effets recherchés comme un apaisement. Par exemple, si le fumeur est stressé, il va se rendre compte que un effet anxiolytique finalement. D'autres vont retrouver un aspect plus stimulant en fait. Pardon, mais est-ce que l'effet anxiolytique, ce ne serait pas lié à la dépendance, en tant qu'ex-fumeuse, juste, à la dépendance finalement de la substance qui est en manque, et le fait rien même que de fumer apaise en fait, parce que ça y est, on a enfin sa dose, donc on est déjà apaisé. C'est sûr que c'est lié à la base à la substance, mais ce qui va se passer, c'est que le fumeur va associer ça à une manière de gérer son stress par cette substance. Donc il en a besoin en cas de stress, exactement. Ce qui est dangereux. D'accord. Donc ça, c'est les 3 formes de dépendance, mais alors du coup,
comment on fait pour arrêter de fumer? Moi, j'ai ma technique, elle marche pour moi. Comment on fait pour arrêter de fumer? Déjà, il n'y a pas de technique universelle, il n'y a pas de technique Ça, c'est bien de dire unique. ça, parce que de croire qu'il y a des recettes universelles, non, Pas du tout. Il y a déjà une prise de conscience. Hein, Ce qu'on peut dire, c'est que scientifiquement, en tout cas, il y a trois choses qui ont été prouvées, qui ont donné la preuve de leur efficacité. C'est les substituts nicotiniques, les thérapies cognitivo-comportementales et les traitements psychotropes. Alors, pour le public qui nous écoute, les thérapeutes on va expliquer tout ça. Donc c'est vrai que on a expliqué qu'il y avait 3 types de dépendance. Il va y avoir aussi 3 types de traitement de ces dépendances. 3 approches. Donc. Voilà. Donc la dépendance physique, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fumeurs ne sont pas dépendants physiquement. Et ça, il va falloir la chiffrer au départ avec un médecin. Il y aura des questionnaires qui vont permettre de mesurer l'état de dépendance physique. Ce que vous dites, c'est que cette dépendance, elle peut se quantifier. Exactement. Et on peut faire un bilan de la dépendance. Il y a le test de Fagerström qui permet, sur 6 questions, de savoir quel est le niveau de dépendance du fumeur. À titre d'exemple, la première question, c'est « Fumez-vous dès le matin ?» Et là, on va se rendre compte si vraiment le fumeur a besoin de sa dose de nicotine dès le matin, ou s'il est capable d'attendre plus tard dans la journée. Tôt, s'il fume régulièrement, voilà. La quantité aussi, je pense voilà, que ça joue, la quantité joue énormément. Et donc par rapport à ça, les substituts nicotiniques vont pouvoir apporter finalement ce qui va manquer à l'organisme. Donc les symptômes de manque vont pouvoir être atténués. Le fumeur va quand même pouvoir se sentir bien même s'il n'a pas sa dose de nicotine. Ce qui vient d'ailleurs apporter une réponse à votre question, c'est que parfois, bien qu'il y ait un apport en nicotine suffisant, il y a quand même une dépendance psychique et un besoin pour se détendre. D'ailleurs, certains fumeurs mettent à la fois les patchs et fument, ce qu'il ne faut absolument pas faire, mais quand même certains le font. Mais justement, c'est là que vont intervenir d'autres façons de traiter, comme les thérapies cognitivo-comportementales, qui vont plus agir sur la dépendance psychologique. Voilà, par exemple, le fumeur qui va avoir sa nicotine, mais qui va avoir le réflexe de fumer quand quelqu'un d'autre allume sa cigarette, ou après un repas, ou comme on disait tout à l'heure, dans un contexte particulier. Là, ce sont des psychothérapies finalement qui vont permettre de donner des moyens pratiques aux fumeurs d'éviter ces situations-là ou de savoir les gérer. C'est-à-dire qu'il saura qu'il aura affaire à ces situations de risque et il essaiera de trouver des moyens à l'aide d'un psychologue de faire face à ces situations. Ce qui est important dans ces thérapies, c'est déjà de la prise de, comme toujours, hein, c'est la prise de conscience. Parce que quand on dit à quelqu'un, regardez à chaque fois que vous êtes dans telle situation où vous fumez, c'est souvent inconscient. Dès lors qu'il en prend conscience, il peut agir dessus. Parce que sans conscience, on ne peut pas agir dessus. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi pour l'arrêt du tabac, c'est que c'est important dès le départ, quand on désire arrêter, de savoir quel type de dépendance domine un peu plus, quel profil on a, pour savoir justement vers quel traitement se tourner. Quel axe pour se faire aider, parce qu'on on n'est pas loin du terme de cette émission. Ici, à Bayonne, comment on peut se faire aider si on a envie d'arrêter, et notamment pour les gens qui nous regardent, ils peuvent s'adresser à quel endroit? Ce qu'on sait, c'est que déjà, quand on voit un tabacologue, on a 5 fois plus de chances de réussir son sevrage que si on n'en voit pas. Ça, c'est bien, c'est encourageant. Donc, des tabacologues, il y a des médecins en ville qui ont un DU de tabacologie, il y a aussi des infirmières. DU, diplôme universitaire. Voilà, diplôme universitaire de tabacologie. Il y a des infirmières, des psychothérapeutes diplômés. Et si on le souhaite, il y a aussi le centre de tabacologie de l'hôpital de Bayonne, où là vous pouvez avoir des consultations avec un médecin, avec des psychologues et qui peuvent vous prendre en charge de façon globale. Et alors je crois qu'il faut vraiment encourager les gens à s'arrêter, même si, vous l'avez dit en début d'émission, il peut y avoir des rechutes, hein, on ne réussit pas forcément les premiers coups, mais c'est bien, il faut. Il y a souvent des rechutes, mais en tout cas les bénéfices sont toujours là, peu importe la durée, peu importe le nombre de cigarettes qu'on a fumées, il y a toujours un bénéfice à s'arrêter même tard. L'échec n'est pas rédhibitoire, même si on reprend, il faut encore essayer. Et puis de toute façon, le simple fait de diminuer sa consommation, c'est toujours bon. On dit que c'est difficile de diminuer, qu'il faut mieux s'arrêter complètement. Non, mais je veux dire que même quelqu'un qui a fait une tentative et qui a échoué, au moins pendant le temps où il n'a pas fumé, c'est toujours ça d'acquis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour les maladies cardiovasculaires, au bout d'1 an d'arrêt,
un fumeur qui a arrêté au bout d'un an, il se retrouve à 50% de son risque d'infarctus. Absolument. Et pour les risques d'attaque cérébrale, il se retrouve au même niveau qu'un non-fumeur, déjà au bout d'un an. Donc c'est vrai que ça encourage aussi, même sur des courtes périodes. C'est jamais fichu, donc il est toujours temps pour ça. Il est toujours temps pour bien faire. Et merci beaucoup de vos précieux conseils. Donc je vais vous donner quand même ce numéro de Tabac Info Service qui est un numéro précieux fait par l'INPES. 0825 309 310, c'est un numéro Azur à 0,15 € la minute. C'est de 8h à 20h du lundi au samedi. À très bientôt sur Plateforme Santé.